Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africab Télévision, la chaîne du continent, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. En première partie d'émission, nous essaierons de comprendre pourquoi, plus de 50 ans après les indépendances africaines, moins de 20% des Africains ont accès à l'électricité. En deuxième position, nous verrons s'il est possible de concevoir une diplomatie africaine. Et en troisième position, nos invités réagiront sur vos appels téléphoniques. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir pour vous M. Abdou Fall, ancien ministre d'État du Sénégal, et M. Jean-Marie Sangaré, ingénieur en électricité et consultant indépendant. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. L'Afrique, c'est 10% des réserves hydrauliques mondiales, c'est 10% des réserves prouvées de pétrole, c'est 8% des réserves de gaz, 6% du charbon, de l'uranium en quantité considérable, du soleil à ne pas savoir quoi en faire et du vent sur tout le littoral africain. Et pourtant, 80% du milliard et demi de terriens qui vivent sans électricité sont africains. Avant d'ouvrir le débat, je vous invite à suivre le micro-trottoir. Je ne puis comprendre comment nous avons des groupes, nous avons des centrales qui ne supportent pas la consommation niaméenne et que la Nigélec se permet jusqu'aujourd'hui encore de continuer à faire des polices d'abonnement, à faire de nouvelles installations de compteurs. Alors ça, je ne puis le comprendre. On continue à délivrer de nouvelles polices, de nouveaux compteurs sur de nouveaux bâtiments parce que monsieur c'est X ou monsieur c'est Y. Hein, et là, on délaisse maintenant les gens. À 43-44 degrés, je vous laisse deviner un peu ce que la population vit. À mon avis, il est temps que le gouvernement prenne ses décisions pour éradiquer les coupures d'électricité parce qu'on n'en peut plus. Ça devient de plus en plus pire parce qu'ils nous ont déçus quoi. On avait cru au début que c'était fini quoi, mais ils nous ont trompés. Ils ont mis 5 à 6 mois sans coupure, mais malheureusement ça a repris quoi. Ça ne nous arrange pas sincèrement. Quand on prend le cas du Niger, c'est là où c'est vraiment grave parce que vous prenez la période actuelle, c'est vraiment un problème général. Et l'électricité, quand ça ne fonctionne pas, rien ne va. Parce que vous prenez les industries, ils ont tellement de problèmes. Il n'y a pas une industrie qui va vous dire que ça fonctionne à 70%. C'est des délestages, c'est des problèmes. Et souvent, ça influe sur les équipements. Nous, présentement, dans notre cas, on a des équipements qui sont foutus à cause de ces coupures. Vous savez, à Ouagadougou, déjà, il y a un programme de délestage qui est sorti. C'est-à-dire que dans la journée, soit on aura un délestage à partir de 8h à midi, de 13h à 18h ou de 18h à 22h. On est dedans jusqu'en avril. Le problème d'électricité, c'est un problème qui est tout le temps là. On a pourtant des ressources qui peuvent nous permettre d'être autosuffisants en électricité, mais le politique ne s'investit pas pour que ça puisse fonctionner chez nous. Je pense que cela est dû au fait qu'on a une seule société de fourniture d'électricité. Si on avait privatisé ça et que le privé est rentré dedans, peut-être ça allait changer. On n'en peut plus, disait une interviewée dans le micro-trottoir. On en a assez. Entre exaspération et sentiment de révolte, le problème de la fourniture d'électricité dans nos pays est véritablement un problème général et crucial. Monsieur Sangaré, nous avons vu que l'Afrique est dotée d'un potentiel extraordinaire en matière énergétique. Pétrole, uranium, gaz, eau. Nous avons un château d'eau extraordinaire qui est la Guinée, dont nous avons vu il y a à peine 72 heures des émeutes pour des raisons d'insuffisance de fourniture d'énergie électrique. Comment, avec tout ce potentiel, l'Afrique réussit-elle à ne pas fournir de l'électricité à plus de 25% de ses habitants? Comment vous expliquez ça? Je vous remercie et puis avant d'aller un peu plus loin, je remercie l'ensemble des téléspectateurs d'Africable et de nous donner un peu l'opportunité d'essayer d'éclairer à notre modeste niveau cette problématique qui touche
l'ensemble des pays de la sous-région. Vous avez rappelé que nous avons de forts potentiels en matière énergétique, mais le potentiel ne suffit pas. Il faut bien les mettre en valeur. Depuis les indépendances, les premières études qui ont été faites ont mis en exergue les potentiels en matière d'énergie de nos différents pays. Vous l'avez dit, il est connu depuis très longtemps que la Guinée est un scandale géologique et hydrologique. Mais je pense que le problème principal, c'est que nos différents pays n'ont jamais mis la question de la couverture de la demande énergétique au premier plan. Les gens, le service public de l'électricité ne s'arrête pas aux populations. La demande touche la question même du développement de nos pays. Donc tout ce qui a été fait au début des indépendances, à quelques cas près, le cas de la Côte d'Ivoire ou peut-être du Sénégal, nous avions en son temps, mais très peu d'infrastructures pour faire face aux besoins en énergie. Et pour ne rien vous cacher, vous savez très bien que les projets en énergie électrique ou même en énergie renouvelable sont des projets qui s'inscrivent dans la durée. C'est des projets coûteux, c'est des projets très importants, assez lourds à porter. Construire un barrage hydroélectrique, c'est pas mince affaire. Même construire une centrale thermique classique, c'est pas une mince affaire. Donc, il doit avoir un gros travail en amont de réflexion et de conduite des projets pour qu'ils aboutissent. Mais M. Sangaré, dites-moi, dans le micro-trottoir, quelqu'un nous a dit le politique ne s'investit pas. Ce que vous venez de nous dire, c'est comme si les politiques publiques en la matière étaient incapables de prévision et d'anticipation. La plupart des programmes de développement de nos États reposent sur la fourniture permanente et sécurisée d'énergie électrique. Donc comment peut-on d'un côté élaborer des programmes de développement qui sont conditionnés par cette ressource-là et ne pas faire en sorte de disposer de cette ressource? En réalité, je pense que la demande n'a pas été prise en compte au départ. Donc on a toujours été à la course après faire du rattrapage après les problèmes qui se posent. Si vous voyez par exemple le cas du Mali, je prends un cas spécifique. Jusqu'aux années 90, les outils de production étaient limités à quelques centrales. Mais tout le monde a entendu parler du projet énergétique de Manantali qui a été annoncé il y a des décennies. Mais entre le lancement du projet et sa réalisation, vous avez le temps coule et quand le projet vient à sa phase de mise en œuvre, vous vous trouvez déjà en position de demande encore. Donc ce que je pense, c'est qu'il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Très bien. Nous allons demander à l'homme politique que nous avons la chance d'avoir sur le plateau de réagir à cette question. En tant qu'homme politique, en tant qu'ancien ministre d'État, vous êtes resté ministre quasiment pendant une dizaine d'années. Les gouvernements auxquels vous avez participé ont-ils été réactifs et anticipatifs sur les problématiques énergétiques du Sénégal? Je vous remercie d'abord de cette invitation. Vous dire d'emblée que je considère que sur cette question essentielle de la fourniture d'électricité à nos pays, pour le bon fonctionnement de notre système de production, pour le bon fonctionnement des ateliers, notamment du secteur informel, et en particulier pour satisfaire les besoins des ménages, autant du point de vue de leur confort que du point de vue même des conditions de leur progrès social. Donc sur cette question essentielle, l'Afrique a raté le coche. Avouons-le. Je pense qu'il y a eu au départ, au moment de notre accession à l'indépendance, des erreurs d'orientation qui nous ont rattrapés aujourd'hui. Parmi les leaders africains de cette époque, celui qui s'est le plus distingué pour placer le débat de l'énergie au cœur des problématiques de développement, c'est le professeur Cheikh Anta Diop, qui déjà en 1957, dans son ouvrage Fondement d'un État fédéral africain, a fait une évaluation systématique du potentiel énergétique africain et a montré que l'Afrique était
s'il avait la volonté politique de jouer un rôle d'avant-garde, de fournir de l'électricité au monde entier. Et il l'a assorti maintenant de propositions parce que pour que ce potentiel, comme vient de le dire M. Sangaré, puisse être transformé, il lui fallut, un, que nous soyons des États fédérés forts, deux, qu'il y ait une unité en matière de recherche, qu'on mutualise nos forces dans le secteur de la recherche pour pouvoir transformer de façon progressive ce potentiel et le mettre au service de notre développement national. C'est ça qui a manqué et qui nous rattrape aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous avez dit s'il y avait la volonté politique. Je m'étonne de cette expression de votre part. Oui, parce que je fais référence aux premières générations de dirigeants que notre pays a connus, nos pays ont connus. Aujourd'hui, les générations actuelles ont hérité d'une situation qui est caractérisée, à mon sens, par trois données. Nous, lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2000, le constat qu'on a fait et sur lequel on a essayé de réagir, premièrement, nous avons constaté qu'il y a un énorme retard dans les investissements. Oui, mais comment vous expliquez ce retard? C'est ça que je ne comprends pas. Parce que gouverner, c'est prévoir. Mais absolument, mais c'est parce que, à mon sens, l'enjeu de l'énergie comme moteur du développement, jusque-là d'ailleurs, je considère que les dirigeants politiques africains n'en maîtrisent pas tous les enjeux. C'est ça un problème de fond qu'il faut poser. Le problème de l'énergie est avant tout un problème politique. Vous savez, la Russie, après la révolution de 1917, mais Lénine, son programme premier est le programme de l'électrification de la Russie. Et c'est ça qui a permis aux Russes, en quelques années, de quitter les traîneaux pour prendre l'avion et voir les fusées. Alors, et c'est cette vision anticipatrice et volontariste qui nous a manqué et qui nous rattrape. Au point qu'aujourd'hui, tant que le niveau de production, comme le dit M. Sangaré, était à un certain stade, on pouvait se contenter des infrastructures héritées de l'époque coloniale, parce que pour l'essentiel, on a aujourd'hui des infrastructures extrêmement vétustes de ce point de vue-là. On n'a pas su le renouveler. Deuxièmement, on est confronté à un problème de maintenance et de réhabilitation. Et troisièmement, le problème majeur qui pèse lourdement aujourd'hui sur notre politique énergétique, c'est la fourniture en combustible, avec le pétrole sur lequel nous n'avons aucune maîtrise. Monsieur Sangaré, comment peut-on moderniser et développer l'agriculture et l'élevage en Afrique, puisque tout le monde se met d'accord pour dire que c'est les bases fondamentales de notre développement? Comment est-ce qu'on peut moderniser et développer ces deux secteurs-là dans cette situation d'indigence énergétique? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème programmatique? Absolument. Juste pour revenir sur ce que M. Fall disait tout à l'heure. Vous savez, historiquement, nos États, les gouvernements avaient confié au tout début, au tout début, la mission du service public à des sociétés d'État. Les téléspectateurs qui viennent de réagir tout de suite parlent de Négilec, de Sénélec, de l'énergie du Mali. Mais ça répondait à un besoin, mais précis, à un moment précis. Aujourd'hui, la problématique est tout autre. Au-delà de l'agriculture et de l'élevage, tous les secteurs de nos pays dépendent fortement de la demande en énergie électrique. Et cette demande doit être, du moins l'offre des sociétés en gestion de ce secteur-là doivent être en mesure de répondre à cette demande. Alors, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour moi, il y a un besoin de restructuration important dans les différents secteurs. C'est-à-dire, expliquez-nous ça. Le secteur de l'énergie, je dis, vous avez quoi? Vous avez généralement un ministère en charge de l'énergie et vous avez une société historique d'exploitation. Et cette société historique d'exploitation a en charge l'exploitation, la maintenance et le développement du secteur. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces sociétés ne peuvent plus faire face à l'ensemble de cette demande. Ce n'est plus possible. Au début des années 90, les premières sociétés qui ont eu à faire la mue pour aller à la réforme du secteur, le premier cas, c'était en Côte d'Ivoire. Donc, la société historique, par exemple, qui était l'ECI, a été scindée en 4 structures. Vous avez un régulateur, vous avez la société d'exploitation, vous avez une société de patrimoine et une société d'investissement. Ça veut dire que la mission est tellement importante qu'il faille
mais la multiplicité des acteurs compétents pour faire face à la demande. Bien sûr, le rôle de l'État reste le rôle le plus important, parce que c'est l'État qui définit la politique en matière d'énergie. De façon globale, de façon macro, l'État a une vision sur l'ensemble des besoins. Mais les différents acteurs du secteur de l'énergie ne peuvent pas se limiter aux acteurs historiques. Très bien, M. Sangaré. Alors, rêvons un peu et imaginons que les pays producteurs de pétrole, de gaz et d'uranium en Afrique se mettent d'accord pour dire à leurs partenaires occidentaux: ou vous nous aidez à implanter des centrales électriques sur la base de nos ressources, ou alors nous ne vous les vendons plus. Si c'était le cas, que se passerait-il, Monsieur le ministre? Bon, si on se situe dans le domaine du rêve, bon, c'est une perspective qui peut être intéressante, mais je ne pense pas que cette perspective-là soit envisageable dans le court terme. Moi, je pense que dans le court terme, ce qu'il faut, c'est justement aller vers ces ruptures dans la conception de notre politique de développement. L'Afrique est en train d'évoluer de ce point de vue-là, mais je pense encore il reste des choses très importantes à faire. Moi, ma conviction est que face à ce que on appelle, c'est la dictature du pétrole, parce qu'en vérité, le grand problème qui se pose aujourd'hui, c'est le problème du combustible. Au Sénégal en particulier, on a fait ces dernières années des efforts en matière de réhabilitation du parc. On a fait des efforts également en matière de développement d'un partenariat public-privé pour encourager le secteur privé à installer de nouvelles centrales. On a fait des efforts dans le sens des concessions d'électrification rurale pour permettre à des privés d'exploiter le potentiel qui existe en milieu rural pour développer de nouveaux produits. Et enfin, on est en train d'encourager les opérateurs privés à s'investir dans la production d'énergie renouvelable en négociation avec de centrales d'énergie renouvelable en négociation avec l'opérateur historique qu'est la Société nationale. Donc on est en plein aussi dans ce qu'on appelle le mix énergétique, à savoir la volonté politique d'exploiter l'ensemble du potentiel existant dans ce domaine, notamment tous les différents potentiels que vous venez d'indiquer. Monsieur Sangaré, comment résoudre ce problème face à ce que dit l'homme de la rue africain qui, sous 40-45 degrés, n'a pas accès à l'énergie électrique? Vous savez, je pense qu'il y a des pistes. Pour moi, d'abord, la première piste, comme je viens de l'évoquer, il faut la réforme du secteur. Il faut la réforme du secteur. Monsieur Fall vient de le dire, il faut intéresser le privé à la génération de l'énergie électrique, parce que l'État n'a pas tous les moyens pour faire face aux besoins. Mais les conditions d'intervention du privé sont claires. C'est qu'il faut un environnement institutionnel sain. Les investissements dans ce domaine-là sont tellement importants que s'il n'y a pas une certaine stabilité dans le pays, vous ne trouverez personne pour venir investir dans une centrale électrique, quelle que soit la forme d'énergie à produire, que ce soit du renouvelable, du classique, du nucléaire, ou en tout cas, quelle que soit l'option qu'on prendra. Et deuxième chose, c'est important que dans un ensemble sous-régional, qu'il y ait une coordination des politiques énergétiques. Je sais très bien qu'au sein de la CEDEAO, vous avez une institution qui s'appelle le WAP, le West African Power Pool, qui est le système d'échange d'énergie en Afrique de l'Ouest, qui essaye de coordonner l'ensemble des investissements au niveau des réseaux de transport. Donc vous avez par exemple une liaison Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, le Mali, Sénégal, le Mauritanie et la Guinée. Donc au-delà de ces liens, de ces autoroutes d'échange électrique, il est important de coordonner également les investissements en matière d'infrastructure. Si, en fonction des potentiels de chaque sous-région, il est important que les États puissent faire confiance dans leur ensemble pour faire des investissements idoines. S'il y a de la Guinée a un fort potentiel hydroélectrique, les barrages seront en Guinée. S'il y a de l'uranium en Niger, vous avez dit de rêver, la centrale nucléaire sera au Niger, ainsi de suite. Il y a un fort potentiel gazier en Côte d'Ivoire, au Ghana, mais les centrales thermiques au gaz seront là-bas.
Merci, M. Sangaré. Merci, M. Sangaré. Nous sommes arrivés au terme de la première partie de notre émission. Je vais juste ajouter que selon la Banque mondiale, pour résoudre le problème en Afrique, il faut un investissement de 40 milliards de dollars chaque année pendant 20 ans. La réflexion que je me permets sur la question, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec l'entrée en Chine, de la Chine, dans le débat sur la problématique énergétique, aujourd'hui, le coût de production du photovoltaïque a été baissé dans des proportions très importantes qui rendent aujourd'hui le solaire compétitif. Et c'est pourquoi ma conviction, c'est que dans la transition énergétique en cours, les énergies renouvelables de façon générale et le solaire en particulier doivent être des instruments majeurs pour faire face à notre demande. Car le soleil, c'est notre pétrole, à mon avis. Merci, messieurs. Nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. L'Afrique commémore cette année le 50e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. Est-il possible qu'il y ait une diplomatie africaine? Nous allons en discuter après le micro-trottoir. La diplomatie en Afrique, je dirais peut-être un simulacre de diplomatie. Parce que si nous devons attendre la décision de l'extérieur pour pouvoir mettre en application nos politiques de façon générale en Afrique, c'est un peu difficile. Mais quelque part aussi, je comprends, parce que vous voyez toutes les grandes nations diplomatiques, il faut regarder derrière, ces nations-là agissent parce qu'elles ont les moyens. Et nous, l'Afrique, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, ce sont les moyens qui font notre défaut. À mon sens, on ne peut pas dire qu'il existe à proprement parler une démocratie africaine, une diplomatie africaine. En ce sens qu'elle est balbutiante, elle est à la traîne, elle est censée charger, telle qu'elle est conçue présentement, porter la voix, l'étendard, la vision même de la diplomatie européenne et puis états-unienne. Quand vous voyez que nous avons beaucoup souffert pour le remplacement de Jean Ping, c'est dire que l'Afrique du Sud avait fait un certain nombre de constats qui, à mon sens, sont pertinents. Et depuis lors, la dame qui est venue pour le remplacer, elle aussi, elle était censée apporter quelque chose, mais jusqu'ici, on ne voit rien. La diplomatie ne fonctionne pas en Afrique. Il n'y a pas de diplomatie. Tantôt, ils partent pour dire qu'ils vont aller négocier pour tel ou tel pays, mais ça ne marche pas. Rien ne marche. Il y a les gars qui sont là. On est même incapable de gérer nos propres problèmes en Afrique. On ne peut pas gérer. Tout le temps, il faudrait qu'on aille voir à l'Occident. C'est eux qui décident à notre place. Les Africains doivent se ressaisir. Ça, là, c'est pas pour nous. La question que je me pose, est-ce que nous sommes responsables de notre propre vision des choses? Est-ce que nous avons les ressources pour faire ce que nous avons? Nous voulons faire, quand je parle de ressources, je parle des moyens financiers. Est-ce que nous avons des ressources humaines pour faire ce que nous voulons faire? Pour moi, diplomatie africaine, c'est juste les gens qui se rassemblent, qui parlent et le font pendant des années. Moi, je suis au regret de le dire, il n'y a pas de diplomatie africaine. Elle est absente parce qu'il n'y a pas un projet cohérent. On parle de l'Union africaine, mais il n'y a pas une adhésion à l'Union africaine. Et l'Union africaine, il faut aussi des leaders charismatiques qui le portent. Mais il n'y a plus de leaders charismatiques en Afrique, il faut le dire. Je pense qu'aussi, il est extrêmement important que notre diplomatie soit arrimée sur une monnaie unique africaine, arrimée sur une armée unique africaine, arrimée sur la libre circulation partout en Afrique. Monsieur Fall, la diplomatie étant l'outil de mise en œuvre de la politique étrangère d'un État ou d'une institution, dites-nous à quoi sert la diplomatie d'un pays pauvre, structurellement dépendant et agissant isolément sur la scène internationale.
dans le cas que vous venez de citer, c'est une diplomatie inopérante. Alors pourquoi les Africains ne se réunissent-ils pas pour parler d'une voix, puisque nous savons, et j'ai fait exprès de vous poser la question sous cette forme-là, pourquoi est-ce que nous ne nous regroupons pas pour parler d'une seule voix sur les enjeux majeurs, tout au moins? Vous savez, le grand problème de l'Afrique, problème que nous traversons que nous connaissons depuis les années 60, c'est un peu notre incapacité à prendre à bras le corps cette problématique majeure de l'unité du continent. Nous avons, comme vous venez de l'indiquer, et comme l'ont indiqué la plupart des intervenants tout à l'heure, les Africains vivent un sentiment de malaise. On ne peut pas, à proprement parler, dire qu'on n'a pas une diplomatie africaine. On peut douter, on peut s'interroger sur son efficacité. Et par rapport à ce qu'on devrait en attendre, considérer que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas une diplomatie africaine. Si, il y en a une, surtout lorsqu'il s'agit de protéger Omar el-Béchir contre la CPI. Là, les Africains ont parlé d'une seule voix. C'est quand même curieux. Oui, et que par contre, sur d'autres enjeux, et qui sont des enjeux majeurs du continent, on est en rang dispersé. C'est ça le malaise des Africains. Oui, c'est un aspect du problème. Mais le problème fondamental, il est le suivant. C'est que nous avons 54 États et 54 diplomaties. On n'a pas encore eu le bon réflexe de mettre en avant une démarche cohérente, une démarche unitaire qui nous permet de parler d'une seule voix. Et à l'arrivée, nos 54 diplomaties sont des diplomaties inefficaces et inopérantes. Alors, mais il ne faudrait pas pour autant jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que quand même, au moment de la création de l'OUA en 1963, les objectifs majeurs que s'était fixé l'institution, un, c'était de parachever l'indépendance du continent. Cet objectif a été largement atteint. Et deuxièmement, c'était de jeter les bases d'une coopération en vue du développement. C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Et il ne faut pas nous faire d'illusions. Une Afrique désunie est une Afrique démunie et donc une Afrique sans voix. La condition de l'efficacité de notre diplomatie, c'est notre unité. Et c'est un problème politique majeur que nos dirigeants n'arrivent pas jusque-là à régler. Très bien. Monsieur Sangaré. Moi, je vous poserais plutôt la question de savoir est-ce que les Africains partagent les mêmes valeurs de bonne gouvernance? Et est-ce que les Africains ont les mêmes intérêts par rapport aux problèmes qui nous sont posés? Monsieur le ministre, je crois que la question vous est posée. Oui, je pense qu'il faut une réflexion globale qui dépasse le cadre strict de l'Afrique. Parce qu'en vérité, nous ne faisons pas d'illusions. Les problèmes qui se posent aujourd'hui en Afrique, on ne peut pas leur trouver des solutions spécifiquement africaines. C'est la gouvernance mondiale qui est en peine. Parce que nous avons hérité d'un ensemble d'institutions internationales qui sont issues de la période de la Deuxième Guerre mondiale et de la période de la guerre froide. Entre-temps, le monde a énormément évolué et nos institutions de coopération internationale ne se sont pas adaptées au nouveau contexte. Et c'est ça l'un des grands problèmes que l'Afrique connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, et le monde d'ailleurs, parce que nous vivons un contexte historique où le monde n'a jamais produit autant de richesses et où malheureusement la pauvreté ne s'est jamais développée autant que c'est le cas aujourd'hui, oui. Autant dans les pays riches que dans les pays pauvres. Oui, mais monsieur le ministre, je vais vous interrompre là. Lorsqu'en 1963, vous l'avez rappelé, l'OUA a été créée, le fait d'avoir accepté la balkanisation de l'Afrique et de l'avoir assumé en posant comme principe le respect de l'intangibilité des frontières héritées du colonialisme, est-ce que ça, ce n'était pas déjà les germes de la désunion? Mais c'est évident. Alors, et ça, c'est un vieux débat africain qui date déjà de la période de l'époque coloniale. C'est un peu comment aborder la problématique de l'indépendance. Devrons y aller dans la désunion ou devions y aller unis? Et déjà en 1963, à la réunion de l'OUA, Nkrumah était allé avec des propositions très précises. Au moins, il disait, on ne peut pas s'en sortir si, un, on n'arrive pas à monter tout de suite un État fédéral, deux, une armée commune, et deux, une banque centrale commune. Parce qu'il sait bien que la sécurité précède le développement et la condition du développement. Et deuxièmement, quelle que soit notre bonne volonté, si on n'arrive pas à jeter les bases d'un développement économique et social, les problèmes de nos pays ne seront pas réglés. Et c'est malheureusement cette voie qui n'a pas triomphé en définitive. Monsieur Sangaré,
Dans le micro-trottoir, il y a un interviewé qui disait on ne peut pas avoir une diplomatie unique si on n'a pas une monnaie unique, si on n'a pas une armée unique et si nous ne garantissons pas la libre circulation des personnes sur tout le continent. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est des éléments qui sont réels, mais moi je dis il est important que nous partagions, encore une fois je dis, les mêmes valeurs de la gouvernance. Le choix des dirigeants africains doit être le plus transparent possible, doit être le plus légitime possible. Lorsque une autorité politique sénégalaise peut parler au nom du Mali, une autorité congolaise peut parler au nom du Niger, il y a forcément une convergence de points de vue. Parce que les gens ne douteront pas du fait que ce soit un dirigeant bien choisi ou mal choisi. À partir de là, nous pouvons bâtir des stratégies ensemble. Au-delà de la diplomatie, on vient de parler de la question énergétique. Il est important que les gens aient une convergence d'intérêts pour pouvoir parler de la même voix. Non, les intérêts sont là parce que les problèmes sont les mêmes. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mutualiser les moyens de la solution? Je parle des dirigeants. Oui, c'est là-haut. Le problème, ça se passe là-haut. C'est les dirigeants politiques africains. Oui, mais que faisons-nous, nous, citoyens africains? Que fait la société civile? Que font les intellectuels? Enfin, c'est le problème de tout le monde. Il n'y a pas que les dirigeants. Oui, les dirigeants, c'est nous qui les mettons là où ils sont. J'en doute fort. C'est pas tous les dirigeants ne sont pas mis là par leur peuple ou par leur population. Je reviens toujours à la case de départ. Si nous étions sûrs que ces dirigeants élus qui nous représentent sont légitimes, mais il n'y a pas de souci. Donc, s'ils doivent parler en notre nom, la communauté de vue, elle est là, elle est intangible. On peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de sujets, mais la confiance qui doit sous-tendre cette communauté de vue, elle n'existe pas en Afrique. Vous avez parlé du cas de Béchir, bientôt on parle du cas de Mugabe. À chaque problème, il y a des divergences d'intérêts au sommet de nos États. Ils font que les gens ne peuvent pas parler de la même voix. Monsieur le ministre, quelles pourraient, selon vous, être les bases idéologiques d'une diplomatie africaine? Je rebondis sur la réaction de Sangaré pour dire que le problème qu'il pose est un problème de fond, c'est un problème de leadership. Il faut dire que l'Afrique souffre d'un sérieux problème de leadership à l'échelle de nos États comme à l'échelle continentale. Parce que quand même, remarquez que tous les bons qu'il y a eu en avant a été le résultat d'un leadership fort, d'un certain nombre de leaders qui se sont engagés pour faire bouger les choses. Par exemple, l'évolution de l'Union africaine, de l'OIA à l'Union africaine, quoi qu'on dise, le président Kadhafi, le colonel Kadhafi a joué un très grand rôle. Le président Wade, Obasanjo et Mbeki ont joué un très grand rôle. Donc, la question du leadership est toujours importante dans la gestion de ces questions. Mais malheureusement, de façon globale, jusque-là en Afrique, les logiques de pouvoir ont nettement prédominé sur les logiques de développement. Pourquoi? Mais ça, c'est un peu une maladie infantile que nous traînons dans nos États et que nous répercutons dans les instances internationales. Un enfant de 50 ans... Malheureusement, voilà un des problèmes forts et sérieux sur lesquels nous pensons que la classe politique africaine, les intellectuels africains, la société civile africaine, le moment de l'évaluation des 50 ans de l'OIA doit être aussi un grand moment d'introspection, d'autocritique, pour qu'on puisse voir comment envisager le prochain, les 50 années à venir sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a absolument lieu que ça se fasse, surtout au regard des évolutions que nous avons constatées, notamment les types de crises que nous rencontrons aujourd'hui, qui mettent à nu les faiblesses de nos États. Parce qu'en vérité, le pouvoir personnel sans partage a jusque-là prédominé sur une conception saine, démocratique, adossée à des institutions fortes. Très bien, mais pourquoi est-ce que nous ne réussissons pas à avoir cette vision partagée des enjeux? Parce que pour le profane que je suis en la matière, ça me paraît tellement évident que les problèmes du Congo ne sont pas différents des problèmes de la Mauritanie, ceux du Niger ne sont pas différents de ceux du Tchad, ceux du Sénégal ne sont pas différents de ceux de la Guinée équatoriale. Donc, cette communauté de problèmes commande nécessairement une vision partagée des enjeux. Pourquoi n'y arrivons-nous pas? Monsieur Sangaré. Vous l'avez dit, en fait, je pense que
les intellectuels africains qui ont beaucoup réfléchi à toutes sortes, à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais je l'ai entendu une fois sur votre plateau ici, Madame Fatou Seck, qui disait que si l'intellectuel, en tout cas l'intellectuel n'est pas mis au service d'une cause, ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est tout à fait vrai. Nous sommes à une phase où nous devons passer à l'action sur tous les plans, de façon transversale. Parler, réfléchir, bon, ça a montré ses limites en 50 ans. C'est qu'aujourd'hui, nous devons faire face aux problèmes sérieux, problèmes de gouvernance. Tous les États africains doivent s'engager à ce que les peuples reconnaissent leur légitimité sans problème. Pour que ceux que nous allons voir pour parler de diplomatie, est-ce qu'ils nous donnent même du crédit? On ne nous donne pas de crédit parce que nous-mêmes, on n'est pas crédibles. Donc c'est le problème de crédibilité, il a le problème de tout le monde, comme vous venez de le dire, du plus petit au plus grand, et que si nous consentons à faire l'effort pour ce continent, mais nous mettons la main dans le cambouis, et puis il faut travailler. Monsieur le ministre, nous allons terminer cette partie avec vous. Bientôt, probablement, et si la réforme aboutissait, l'Afrique pourrait siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies avec une voix probablement, sinon 2 voix. Dans les conditions de dispersion dans lesquelles les États africains vivent aujourd'hui, à quoi cela servirait-il que nous soyons au Conseil de sécurité? Du point de vue du symbole et du point de vue politique, je pense que quand même ce sera un pas très important et nous avons tous intérêt à soutenir cette dynamique pour qu'elle aboutisse. Maintenant, ça ne réglera pas pour autant nos problèmes. Le problème, c'est nous qui serons les artisans de leurs solutions. Et c'est de ce point de vue que je considère encore une fois que ce qui se passe vient de se passer ce qui se passe présentement dans notre sous-région, en particulier dans l'espace saharo-sahélien, et qui a nous avons tous été atteints au plus profond de nous-mêmes dans notre dignité. Je pense que ça doit être l'occasion d'un sursaut majeur pour que les Africains puissent s'entendre sur l'essentiel et aller résolument dans la voie de l'unité, parce que c'est la seule voie du salut. C'est ma conviction. Merci, messieurs. Nous sommes arrivés au terme de la deuxième partie de notre émission. Nous allons passer maintenant aux appels téléphoniques. Nous avons Madame Aminata Paul qui appelle de Paris. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Vous êtes sur Africable. Donnez votre avis. Et moi, mon intervention va porter sur la diplomatie économique. Oui. Vous savez comme moi que dans un monde de plus en plus globalisé, le développement économique passe par l'international. Les critères économiques... Oui, madame. Je crois que nous avons perdu madame Paul. Loin de s'effacer, laisse sa place à la diplomatie économique. Et l'Afrique doit aller dans ce sens-là. Doit avoir une diplomatie plus pertinente, plus utile. La diplomatie économique, c'est quoi? C'est de soutenir les entreprises africaines sur les marchés internationaux. La diplomatie économique, c'est de défendre les intérêts, c'est de négocier, c'est de persuader, c'est d'attirer les investisseurs étrangers qui sont créateurs d'emplois. La diplomatie économique, c'est de galvaniser les exportations africaines. C'est de rendre les marchés internationaux plus accessibles aux produits africains. La diplomatie économique, c'est le renforcement des capacités techniques économiques. C'est d'amener la technologie en Afrique. Et c'est sur cela que l'Afrique doit prioritairement axer ses relations extérieures, sa coopération bilatérale et multilatérale. Il est temps qu'on sorte de cette diplomatie traditionnelle et engager notre continent vers cette diplomatie. Merci Madame Paul, nous avons compris votre souci. Nos invités vont réagir sur votre avis. Monsieur Fall.
Oui, je partage tout ce qu'elle dit, nous le partageons, mais maintenant il faut une volonté politique d'abord, parce que pour faire de l'économie la priorité. Aujourd'hui, nous avons le NEPAD, qui a été quand même un fruit de l'évolution de l'Union africaine, qui est, quoi qu'on dise, une feuille de route qui donne l'occasion aux Africains de pouvoir travailler ensemble à réaliser de grands projets au niveau des espaces communautaires comme à l'échelle continentale. Mais écoutez, si on n'est pas fort nous-mêmes pour développer, nous adosser à nos propres potentiels en vue de tendre la main aux autres, il est évident que le PAD se réalisera dans des délais qui vont... mais monsieur le ministre, vous dites si on n'est pas fort, mais la condition de la force, c'est l'unité. C'est l'unité. Or, il n'y a pas d'unité, donc on est dans un cercle vicieux. Mais c'est pourquoi je dis la question de l'unité, l'histoire la met aujourd'hui à l'ordre du jour, c'est l'une des conditions de développement de notre continent, mais c'est l'une des conditions aussi de garantie de la sécurité de notre continent. Parce que tant que nous continuerons de connaître les types de problèmes qui se posent, la pauvreté qui évolue et qui est le lit de toutes les formes de dérive, je dis, écoute, l'Afrique ne s'en sortira pas. Il nous faut une politique commune, cohérente, qui nous permet d'assurer un développement économique qui nous crée les conditions de faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Très bien. Nous avons M. Ali Tapsoba qui appelle de Ouaga. M. Tapsoba, bonsoir, vous êtes sur Africable. Monsieur Tapsoba? Ah, c'est Madame. Madame Tapsoba. Vous êtes sur Africable. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Africable afin de nous permettre de s'exprimer sur certaines réalités qui touchent l'Afrique, notamment les pays respectifs. Alors, moi, j'aimerais savoir s'il existe une vraie diplomatie africaine. On remarque que lorsqu'un conflit civil se déclenche dans un pays donné, c'est automatiquement le pays voisin qui se trouve être complice. Le cas du Rwanda et de la RDC Congo sont des cas pertinents. Voilà, c'est ce que moi j'aimerais savoir et adresser cette question à l'ancien. Merci Madame Tapsoba, et je vais demander à M. Sangaré de réagir. Ensuite M. Fall. Encore une fois, c'est la question que j'avais posée de savoir est-ce que nous avons les mêmes intérêts en termes de gouvernance. S'il y a un pays qui a un problème, il vient de le dire, c'est son voisin qui se trouve impliqué, pourquoi il est impliqué? Mais la question, elle est très profonde. C'est quoi? C'est des intérêts économiques? C'est des intérêts géostratégiques? Moi, j'en sais rien. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, même le cas du Mali, bon, on est amené à se poser des questions sur les intérêts des uns et des autres à nous maintenir dans cette situation. Donc, l'unité dont on parle, mais c'est comme une unité dans la famille. Il faudrait bien que les gens partagent les mêmes points de vue et les mêmes intérêts pour s'exporter. Si nous ne sommes pas d'accord entre nous, ben, il serait illusoire de sortir et puis proposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Monsieur Fall. Bon, effectivement. Madame Tapsoba dit que le voisin est toujours impliqué dans les déboires et les problèmes de l'autre. Bon, nous avons globalement quand même les problèmes entre les États, on a pu les surmonter. Pour l'essentiel, les problèmes qui minent l'Afrique sont des problèmes à l'intérieur des États. Il n'en reste pas moins maintenant que des problèmes de cette nature existent et qui justement ne sont que la conséquence de l'absurdité de nos frontières. Parce que vous savez, écoute, les frontières africaines restent pour l'essentiel artificielles. Entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, nous avons à peu près les mêmes peuples qui vivent sur trois nations. Un peu partout, c'est comme ça. Et pourtant, on a entériné le principe de l'intangibilité des frontières. C'était la condition pour garantir la sécurité et la paix entre les États. Nous ne l'avons pas eu. Oui, mais quand même, on a pu le gérer de façon globale. Le conflit entre les nations, quand même, constitue un épiphénomène aujourd'hui. On va y revenir, monsieur le ministre. Nous allons prendre Ismaël, monsieur Ismaël qui appelle de Libreville, Gabon. Bonsoir, monsieur Ismaël. Bonsoir. Voilà, vous êtes sur Africable Télévision et nous attendons votre avis. Mon avis va porter sur beaucoup plus le problème des délestages en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes sur le sujet. Délestage, oui, allez-y. Voilà, c'est un problème récurrent en Afrique centrale. Toutes les grandes villes de l'Afrique centrale vivent au rythme des délestages. La situation, on le sait, est née de la privatisation des principales compagnies nationales d'électricité en Afrique au début des années 90. Ça entraîne aujourd'hui dommages collatéraux dans les ménages,
notamment la destruction des appareils électroménagers, c'est un véritable calvaire. Alors, j'ai des questions à poser à l'invité qui est sur le plateau, le technicien que j'imagine que vous avez en ce moment. Comment fonctionne le délestage? Il y a des délestages imprévisibles. Merci, M. Ismaël. Et M. Sangaré, à qui je donne la parole tout de suite, va s'exprimer et vous répondre. Bon, en fait, le délestage, c'est la conséquence d'un déficit entre l'offre et la demande. Bon, les déficits sont gérables jusqu'à un certain niveau, mais lorsque nous avons à gérer un déficit de l'ordre de 30-40%, ça devient un peu difficile à gérer. Même ceux qui ont un réseau, disons, à gestion automatique ont du mal à prévoir, à plus forte raison des pays qui ont encore des réseaux à gestion manuelle. C'est très très difficile parce que non seulement on est en capacité limitée, et donc on fonctionne toujours en flux tendu. Et bon, les équipements sont sollicités au maximum. Il y a des incidents qui arrivent normalement, mais que le client ne ressent pas. Mais pendant le délestage, l'effet multiplicateur est décuplé. Voilà, c'est vraiment difficile à gérer comme situation. Les sociétés nationales d'électricité font des efforts pour essayer de programmer et donner des informations, mais en général, ils ne tiennent pas parce que les ouvrages sont en surexploitation. Et obsolète dans la plupart des cas. Monsieur Diarra, que nous avons en ligne, appelle de Bamako. Bonsoir, Monsieur Diarra. Bonsoir, monsieur. Vous avez la parole, vous êtes sur Africable Télévision. Merci de m'avoir cette opportunité. Moi, j'ai juste une question pour monsieur le ministre. Monsieur Fall, moi, je voudrais savoir, depuis un certain temps, la diplomatie africaine a montré ses insuffisances dans la résolution de certains conflits, notamment au Mali, au Congo et le plus récent en Centrafrique. Est-ce à dire notre diplomatie est incompétente? Tout simplement, nous n'avons pas les moyens de nos politiques. Merci, M. Diarra. Avoir des précisions par rapport à cette question. Merci, M. Diarra. M. Fall va se faire le plaisir de vous répondre. Oui, le problème qui se pose, qui est le problème de fond, c'est un peu toutes ces crises qu'il vient d'indiquer montrent les limites de nos États actuels. Parce que la mission première régalienne d'un État, c'est de garantir la sécurité, d'abord l'intégrité territoriale et la sécurité des citoyens. Cette crise qui vient de se passer dans ce pays et un peu dans les autres pays montre les limites de nos États dans leur capacité justement à faire face à cette mission régalienne essentielle. Alors, c'est pourquoi, encore une fois, ceci doit être un élément d'impulsion d'un nouveau processus de prise de conscience et de sursaut. Et là, je pense que c'est le moment de dépasser d'ailleurs la seule diplomatie des États pour en faire l'affaire des peuples et des organisations populaires. Je pense que les intellectuels africains, le secteur privé africain, la société civile africaine, les jeunes, les femmes et les partis politiques africains doivent aussi multiplier des cadres d'échange pour voir comment accompagner ce processus-là. M. Sangaré. J'abonde dans le même sens que M. le ministre, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, au-delà des limites de ce que nous percevons, il est important que tout le monde s'implique. Ce n'est pas l'affaire seule des gouvernants. Nous avons vu aussi la limite de nos gouvernants. Si la société civile, comme il a dit, les intellectuels, de par le monde, s'investissent tous à leur manière, selon leur choix, à la résolution des problèmes, je pense qu'on trouvera la solution. Très bien. Je vous donne le dernier mot. C'est un mot d'espoir, malgré toutes les difficultés. Je pense que globalement, la situation africaine, malgré le retard que nous accusons au plan économique et social, et malgré les crises et les nouvelles crises qui apparaissent, je pense que de façon générale, la situation est sous contrôle. Mais c'est le moment ou jamais, justement, d'arriver à ce sursaut. Et c'est pourquoi je considère que le fait, au-delà des États, d'associer les peuples et les organisations populaires à cette dynamique-là est devenu une question d'une extrême actualité. Et je pense que les médias africains aussi ont un rôle extrêmement important à jouer. Je donne l'exemple des communautés économiques régionales. Vous savez, il y a eu quand même des évolutions. Nous avons les parlements, parce que les parlements aussi doivent jouer un rôle. Nous avons le parlement de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'Union africaine. Aucune délibération de ces parlements n'est présente dans les médias africains.
En dehors des initiés qui vivent directement ces problématiques, personne n'en est informé. Et c'est pourquoi, non seulement nous devons aller de l'avant, mais le peu qui existe, nous devons le valoriser. En le faisant, et avec la bonne volonté des uns et des autres, on peut y arriver. Nous allons considérer ces propos comme étant la conclusion du débat de ce soir. La semaine prochaine, nos deux sujets seront, le premier, République centrafricaine, comment sortir de la logique insurrectionnelle. Et deuxième sujet, relation Afrique-Chine, la Chine est-elle investisseur ou prédateur? Vous pouvez participer à l'émission en téléphonant au 00223 44 20 80 80 ou en envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 ou vos mails à votre avis @africabtelevision.com. Messieurs, merci d'avoir contribué à cette émission. Bonne soirée chez vous et à vendredi.